La parole est à présent à Madame la présidente Valérie Létard pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mes chers collègues, notre discussion portera ce jour sur les articles 91 et 121 de la loi ÉLAN, qui ont par conséquent déjà été adoptés, mais qui ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, estimant qu'ils n'avaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. Au vu de l'importance de ces dispositions qui ont vocation à contribuer au bien vivre ensemble et à la préservation de la tranquillité et de la sécurité des locataires, je voudrais saluer la présidente de la commission des affaires économiques pour avoir déposé cette proposition de loi dont les objectifs sont consensuels, et ce, sans attendre le dépôt d'un nouveau véhicule législatif en matière de logement. Je souscris pleinement à ces deux articles du texte qu'avec plusieurs membres du groupe Union centriste, nous avons cosigné. Ce texte est important car il met en avant deux problématiques essentielles de notre pacte social, à savoir la place de l'État sur tous les territoires de la République, garant des droits et libertés, et le bien-fondé de notre pacte social qui repose sur le vivre ensemble et le respect. Néanmoins, ce texte interroge malgré tout pas tant sur son bien-fondé que sur la situation à laquelle nous en sommes arrivés dans certains endroits, et interpelle également quant aux moyens à mettre en œuvre pour la réussite de cette ambition du vivre ensemble, vivre en grand. La place de l'État sur tous les territoires de la République et notamment les forces de l'ordre. Avec ce texte, et notamment l'article 1er, c'est la place des forces de l'ordre, la place de l'État qui est mise en avant. Cet article prévoit en effet un accès permanent des forces de l'ordre aux parties communes des bâtiments du parc social. Il sera répondu à la demande des bailleurs sociaux dont les outils à disposition ne sont pas toujours satisfaisants pour maintenir de façon pérenne la tranquillité d'un immeuble. Ainsi, l'article 1er donne une autorisation permanente à la police nationale, à la gendarmerie et à la police municipale de pénétrer dans les halls d'immeubles détenus par les bailleurs sociaux. La disposition existe déjà actuellement, mais conditionnée à une demande de renouvellement des autorisations d'accès tous les 6 mois, ce qui, sans rendre le dispositif inopérant, le rend pour le moins compliqué, nécessitant régulièrement une nouvelle délibération de l'office. Nous simplifions donc la procédure actuelle en posant le principe selon lequel les HLM accordent aux forces de l'ordre une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. Des exemples trop nombreux ont été rappelés en commission pour évoquer l'absence de sécurité dans certains quartiers délaissés, non par manque de volonté, mais souvent par manque de moyens. Malgré la volonté des professionnels à vouloir assurer la sécurité des populations, certaines zones de non-droit existent sur le territoire de notre République. Or, cet article 1er constitue évidemment une facilité de mise en œuvre des outils existants, en permettant la présence de forces de l'ordre dans les parties communes d'immeubles, mais pour autant ne répond pas à ce manque de moyens dédiés à la prévention de la délinquance par les professionnels de proximité. Cet article facilite la présence des forces de l'ordre, mais donc ne résoudra pas toutes les situations décrites par nombre d'exemples où les policiers en sous-effectif sont cantonnés en soirée au commissariat. Néanmoins, ces dispositions ont une véritable utilité pour la préservation de la tranquillité et de la sécurité des locataires et sont très attendues par les bailleurs. Dans le rapport co-rédigé avec Annie Guillemot, qu'elle rappelait tout à l'heure, sur l'évaluation de la loi Lamy, nous avions soulevé ces lacunes présentielles et avions évoqué la nécessité de la prise en compte globale de la situation en systématisant notamment le recours au gardiennage, à la médiation pour agir en amont et donner les moyens à la politique de prévention d'être efficace. Tous les outils qui peuvent être mis en place pour la lutte contre les incivilités et les actions en faveur de la tranquillité publique doivent s'accompagner d'une réponse judiciaire rapide. Je défends l'idée d'un équilibre entre prévention, action éducative et efficacité des sanctions lors de la commission d'infractions. Ces éléments déjà évoqués au Sénat depuis plusieurs années corrobore assez nettement la continuité présentielle et physique qui doit exister et l'importance de cet article 1er.
Outre que les pouvoirs publics doivent donner des moyens aux services de police et de justice d'amplifier leurs efforts pour assurer la tranquillité des habitants dans les quartiers, les bailleurs ont également un rôle à jouer en la matière. Les bailleurs dont les locaux remplissent certaines conditions doivent en effet, en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité publique, prendre des mesures afin d'assurer le gardiennage ou la surveillance de leurs locaux, afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. Les bailleurs peuvent également recourir en complément à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Ces mesures, complétées avec ce que nous allons voter aujourd'hui, me semblent procéder d'une dynamique collective capable de proposer un cadre global de la prévention à l'effectivité de la réponse des forces de l'ordre et de la justice. Ensuite, le deuxième article de ce texte a également toute son importance car il a vocation à contribuer au bien vivre et à la préservation de la tranquillité, là encore, des résidents. L'article 2 modifie le délit d'occupation des halls d'immeubles créé en 2001 et complété en 2003. Ces dispositions sont aujourd'hui jugées inefficaces et inapplicables devant la difficulté d'établir la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir le fait d'empêcher délibérément la libre circulation des résidents ou l'accès aux dispositifs de sécurité. Ainsi, l'article 2 vient compléter l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation avec un nouveau cas d'occupation abusive des parties communes d'immeubles, en incluant la nuisance à la tranquillité des lieux et en aggravant les peines lorsque le délit d'occupation abusive est commis avec voies de fait et menaces. Par ailleurs, cet article prévoit la résiliation automatique du bail en cas de condamnation pour trafic de drogue et l'application rétroactive d'une clause permettant de résilier le bail automatiquement en cas de condamnation pour trouble de voisinage. Ces mesures vont dans le bon sens et nous devrions, à notre niveau, avoir une réflexion pour les étendre, et ça a été évoqué d'ailleurs en commission, au parc privé. Une réflexion qui pourrait d'ailleurs s'inscrire dans le cadre plus général du traitement des coprodégradés lorsque c'est le cas, parce que ce sujet-là aussi, évidemment, devra être pris en considération. Lors de nos déplacements en 2017 avec Annie Guillemot, nous avons été frappés, peut-être pour conclure en tout cas, de constater combien la question de la tranquillité était prégnante et récurrente pour les habitants des quartiers, partout, dans tous les quartiers où nous sommes passés, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, c'était vraiment un sujet absolument récurrent. Ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être compléter en disant que dans cette instance même, notre collègue Vincent Delahaye nous avait proposé donc une proposition de loi concernant les rodéos sauvages, qui est maintenant en vigueur depuis l'été dernier, qui vient aussi compléter l'ensemble des dispositifs qui étaient très attendus dans les quartiers et qui nous avaient d'ailleurs aussi été relatés. Si l'Assemblée nationale nous suit pour adopter rapidement cette proposition de loi, ces dispositifs pourront enfin être inscrits dans la loi après plusieurs tentatives, puisque le Parlement avait déjà travaillé sur ce sujet et adopté des mesures quasi identiques dans le cadre de la loi Égalité-Citoyenneté. Nous abordons, je l'espère, l'acte final qui permettra la mise en œuvre de ces mesures utiles et attendues. Le groupe Union centriste appelle de ses voeux la mise en œuvre effective de ces dispositions, accompagnée de la mobilisation de moyens supplémentaires et d'une vision globale, pour donner sens à l'ambition du vivre ensemble, vivre en grand, car c'est bien d'une approche globale, et on l'a dit tous et toutes de façon insistante, que nous réussirons bien évidemment à remettre justement cette capacité à retrouver une cohésion et une vie agréable dans des quartiers qui aujourd'hui quelquefois manquent de cette sérénité. Et nous voterons donc ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion,